S'il vous plaît. Bien, bonjour tout le monde, merci d'être là. Petit rappel, c'est la première conf de l'année universitaire qui fait partie d'un cycle de conférences organisées à l'origine pour les masters EOPS et APAS, où on fait venir des conférenciers donc, qui viennent d'ailleurs de l'UFR. Donc aujourd'hui, on aura Cédric Leduc. Donc, je crois que dans tes premières diapos, tu présentes ton parcours. Ouais, je vais dire à l'oral. Donc, parcours très intéressant. Donc, la conférence aujourd'hui tourne autour des sport scientists et de son rôle. Et Cédric peut tout particulièrement nous parler de ce rôle et de cette fonction qui intéresse de plus en plus d'étudiants provenant du Master EOPS notamment, mais également avec des dérivés, on peut imaginer des choses aussi pour ceux du Master APAS. Donc très bien placé pour ça, car vous verrez, il a un cursus varié, ou avec des postes pour terminer actuellement, où il est responsable de la performance à la Fédération française de tennis. Je lui laisse la parole, donc conférence, et puis ensuite, libre à vous de poser toutes les questions que vous voulez, ou presque. Bonsoir tout le monde, ça va ? Ok, cool. Bon, j'aime pas trop parler de moi, hein, donc je pense que Jean-Marc il a fait une intro assez bien. Je suis originaire d'un tout petit village dans le fin fond de la Franche-Comté, dont personne ne connaît le nom. Il y a plus de vaches que d'habitants, mais franchement c'est sympa. Bon, quand vous venez de là, en fait, il faut s'expatrier, donc différentes expériences en France, en Angleterre, en Australie, dans le rugby, dans le foot et maintenant dans le tennis. Donc ça fait un sacré switch, mais j'essaye de m'adapter. Juste pour savoir avec qui je parle, qui fait un master plutôt entraînement, levez la main. Vous êtes bien tous là, hein. Ok, un master plutôt santé, APAS. C'est des sectes un peu, hein. Et autre master avec un nom indéfini, je m'en excuse. Il y a d'autres masters ? Licence, d'accord. Licence entraînement, licence APAS aussi ou pas ? Non, que entraînement ? Ok. Vous êtes prêts ? Allez, un petit peu. Vous êtes prêts ? Ouais. Allez, je vous embarque un peu dans mon monde. Le temps de 30-45 minutes. Vous endormez pas. Et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Comme j'ai dit, moi je suis sport scientist. Un sport scientist, qu'est-ce qu'il fait ? Son principal jour d'intervention, un sport scientist, ça va être 2 jours après le match. Vous voyez, c'est là en fait que les joueurs ils reviennent au centre d'entraînement, ils sont fatigués, et c'est souvent là que vous testez les joueurs. Donc vous êtes plein gaz, vous êtes là, ouais, ça va être génial, je vais faire ça, je vais être super utile, et je vais vraiment aider mon monde. Donc, si vous voulez tester les joueurs, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut sortir des outils. Et donc là, vous sortez toute la panoplie, des tests de plateforme de force, des questionnaires, des CPK, un peu de tout. Premier problème, ça prend du temps. Deuxième problème, le joueur arrive. Les tests, ils sont maximaux. Et souvent, quand on est joueur, on n'aime pas trop faire ça. Donc, l'acceptance du joueur, son intérêt à faire le test, elle est faible. Donc là, c'est votre deuxième barrière. Troisième barrière, vous venez de collecter toutes les données, il est à peu près 11 heures. Ça met 1 heure, vous vous arrachez les cheveux pour avoir 3-4 joueurs, ils font des CMJ à 22 cm, et là, vous avez toutes vos données. Problème 3, si votre système d'analyse, vos rapports, c'est pas très bien organisé, vous arrachez le peu de cheveux qui vous reste. Il est midi, vous avez enfin fini, c'est génial, vous avez vu 2 joueurs qui sont un peu dans le creux, vous dites, tiens, eux, il va falloir les modifier, tout, ça va être important, pense à stratégie A, B, C, D. Ok, vous êtes en direction de la cantine, vous croisez le coach, vous lui dites « Hey,
j'ai vu ce joueur-là, il faut qu'on l'adapte, lui, ce serait mieux qu'il fasse pas ce genre de contenu. Et là, réponse cinglante de l'intéressé, ok, il en a rien à faire. Donc vous avez passé toute la matinée, vous avez commencé, c'était le plus beau jour de votre vie, vous finissez la journée, vous avez envie de vous pendre. Donc ça, c'est à peu près le quotidien d'un sport scientist. Souvent, régulièrement. Donc la question, et moi, ce qui m'a intéressé, parce que ça, c'était moi il y a 10 ans, quoi. J'allais faire les tests à la fédé de rugby, j'avais un sac plus gros que le sac que j'avais pour aller à la pêche, je sortais plein de trucs, et au final, je sautais le repas du midi parce que j'avais pas eu le temps de manger. Et du coup, ça m'a vraiment amené à différentes réflexions sur comment je pouvais un peu améliorer le quotidien des personnes comme moi, donc potentiellement votre quotidien. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais vous présenter un peu toute l'évolution des stratégies de suivi des joueurs, d'accord ? Et pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire dans différents clubs professionnels. Ça vous va ? Ok. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc, c'est votre master ou votre licence qui est en jeu. Allez. C'est quoi le point commun entre les trois athlètes là ? Donc ça, Grèce antique, Milos, au milieu. Vous savez c'est qui au milieu ? Wow, toi, tu auras ton master. Ou pas. Et donc à droite, vous le connaissez. Le point commun entre ces trois athlètes là, c'est que tous, à des époques différentes, ils ont vécu une sorte de... Allez, t'inquiète. Ouais, tranquille. Ok. Ces trois athlètes-là, ils ont vécu un suivi de charge d'entraînement d'une forme diverse et variée. On a des traces dans la Grèce antique ils avaient déjà ces notions de cycle d'entraînement, ça s'appelait des tétrades, quelque chose comme ça, où il y avait cette notion de entraînement, récup, compétition. Pareil, Zatopek, fameux pour ses séries de 100 x 400 mètres, et là, sur des athlètes plus contemporains, on a toutes les technologies que vous utilisez pour vos athlètes. Et donc après, tout ça, en fait, ça a essayé d'être conceptualisé. Certaines formes, ça c'est les premiers modèles de fitness, fatigue, de Bannister dans les années 75. Donc le modèle à l'heure actuelle a 50 ans. Et ça, c'est ce qui constitue les prémices et les fondements du suivi de la charge d'entraînement des athlètes. Et donc par la suite, on a vraiment eu plusieurs digressions de ce genre de modèle, pour en arriver à une forme de consensus autour que chaque modèle qui ont été définis, éprouvés, ont une composante de dose et une composante de réponse. Donc si on s'intéresse à la dose, en fait cette dose, elle est caractérisée par un construit qu'on va qualifier d'externe, c'est-à-dire les distances que vous parcourez pendant un entraînement, les intensités, les accélérations, les décélérations, tout ça. C'est ce que vous mesurez avec les GPS, avec votre capteur de puissance. Rien de nouveau. Et à droite, vous avez construit qu'on appelle plutôt interne, charge interne. C'est la réponse psychophysiologique immédiate suite à l'exposition à une charge externe, mesurée par de la fréquence cardiaque, des lactates, ou éventuellement de la RPE, par exemple. Quand on le met en perspective, on se rend compte que cette charge externe va influencer cette charge interne avec des composantes de volume et d'intensité, mais que ça va être également influencé par des caractéristiques individuelles. Petit exemple, personne qui fait 2 mètres va pas avoir la même réponse à une charge externe donnée qu'une personne qui fait 1,80 m, et ainsi de suite. Donc ça, c'est notre dose de travail. Vous voyez, c'est un construit multidimensionnel qui peut être représenté par plusieurs variables. Quand on s'intéresse à la réponse, on a également un peu cette multidimensionnalité qui va s'exprimer à différentes échelles de temps, de manière aiguë ou de manière chronique, qui elles-mêmes vont pouvoir s'exprimer de manière, on va dire, plurielle, avec plusieurs variables. Par exemple, mesurer de la force, une VO2, etc., etc. La réponse, elle s'exprime également à plusieurs niveaux de l'organisme, d'un point de vue plus macro vers un point de vue plus micro. Vous prenez l'exemple, ok, je fais un contre-mouvement de jump avec mes athlètes, j'ai une diminution de la hauteur de saut, j'ai une augmentation des dommages musculaires, j'ai une augmentation de l'inflammation et j'ai une réponse différente de certains micro-RN.
Ok, ça c'est plutôt, on va dire, des altérations verticales. Mais aussi, ces altérations, elles peuvent s'exprimer de manière horizontale. C'est-à-dire qu'entre différents systèmes peuvent s'altérer entre eux. Exemple, système osseux, système musculaire. Et donc ça, on parle souvent, et il y a une surexpression un peu de l'utilisation des paramètres neuromusculaires, mais aussi on oublie souvent les réponses cognitives à l'exercice, qui sont elles-mêmes importantes. Ce qui est intéressant, c'est quand on met tout en perspective. Ça, là, ce que vous voyez, les différents niveaux d'interaction, c'est ce qu'un sport scientist, comme vous, comme moi, essaye de mettre en place, essaye de mesurer de manière quotidienne. De manière quotidienne, oui, mais aussi de manière hebdomadaire, de manière mensuelle, et enfin, de manière annuelle, sur toute une saison. Donc en fait, ce que vous voyez là, tout ce degré de complexité, c'est ce qu'on doit faire. C'est comment nous, en tant qu'êtres humains, de manière relativement simple, on peut mesurer ces différents niveaux d'interaction, avec 2-3 trucs dans votre boîte à outils. En plus de ça, en plus de tous ces différents degrés d'interaction, vous pouvez les mesurer avec plusieurs outils. Sachant que tous ces outils peuvent également mesurer des choses à différentes fréquences, avec différents types d'informations, la question qu'on peut se poser, c'est comment faire? C'est comment je peux dégager de l'information, comment je peux dégager de la valeur ajoutée en tant que sport scientist pour informer l'entraîneur et éventuellement l'athlète. Et donc ça, c'est un peu les questions que j'essaie de répondre. C'est qu'au cours des années, donc là, je viens de vous caractériser un peu comment l'athlète fonctionne. Je dis athlète, et je m'en excuse, mais chez le patient, on est aussi sur des principes qui sont similaires. J'applique un traitement A, j'ai une réponse Y ou Z, par exemple. Et donc, du coup, au cours des dernières années, avec l'expansion de la technologie, de la data et compagnie, en fait, il y a des nouveaux concepts qui sont arrivés, notamment ce concept de monitoring invisible. L'idée de ce concept de monitoring invisible, c'est de pouvoir mesurer, maximiser l'utilisation des données déjà connectées pour informer sur le statut de l'athlète. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de faire de tests additionnels, les données que je collecte de manière quotidienne sont suffisantes pour inférer sur l'état physiologique, psychologique de mon athlète ou de mon patient. Et donc, au fur et à mesure là, des dernières années, le concept a été proposé en 2018 par quelqu'un qui s'appelle Jace Delaney, qui est directeur de la performance au Boston Celtics, maintenant. Et donc en fait, on a eu plusieurs occurrences de ce terme monitoring invisible au cours de la dernière décennie à peu près. Ouais, ça part de tests, ça part de... On a eu plein de choses. Bon, concrètement, à quoi ça ressemble? On va essayer de vous le dire. Donc, première méthode, on va dire, qu'on peut qualifier de suivi invisible ou pas de l'athlète, ça va être la manipulation de votre échauffement. Donc ici, dans ce cadre-là, on demande à l'athlète de réaliser une course standardisée pendant l'échauffement. Donc c'est 3 fois 60. T'inquiète, viens. Et comment? On leur demande de courir 3 fois 60 mètres avec une distance et un temps donné. Et donc en fait, l'idée principale, c'est que toute altération, on va dire, du pattern de course, d'accord, va être induite par un changement de l'état du joueur, donc potentiellement un état de fatigue neuromusculaire, parce qu'on contrôle toute la charge externe. Donc la réponse associée, le changement observé, va être sans doute dû à un changement de l'état neuromusculaire de l'athlète. C'est un peu ce qu'on a essayé de schématiser dans cet article-là qu'on a publié en 2020, avec l'idée que le match induit un certain niveau de fatigue dû aux actions à haute intensité, qui elle-même va avoir une implication au niveau musculaire, qui elle-même va avoir un impact au niveau plutôt du pattern de course, et enfin sur les paramètres d'accélérométrie. Et donc en fait, l'avantage de ce genre de méthodologie, c'est que vous pouvez mesurer en fait toute votre équipe en moins d'une minute 40 à peu près. Vous voyez, quand on reparlait du petit schéma là de départ, on disait ouais, il faut toute une matinée pour tester les athlètes. Par exemple, si vous prenez 30 athlètes sur un test de plateforme de force, si vous êtes bon, ça prend 1 heure, 45 minutes.
D'accord? Là, 25 joueurs, 35 joueurs, on s'en fiche, ça prendra toujours le même temps. Parce qu'en fait, c'est complètement intégré à votre pratique. Il n'y a pas d'arrêt de l'entraînement, il n'y a pas de changement du planning pour pouvoir mesurer mesurer l'état de votre athlète. Et donc on a éprouvé un peu ce modèle, ce test dans différents contextes, à mesurer immédiatement après les séances, pour savoir un peu les réponses neuromusculaires à différents types de séances de foot. On l'a fait à la suite d'une semaine d'entraînement rugby, en pré-saison, où là par exemple on observe une augmentation de notre indicateur d'efficacité de la foulée, c'est-à-dire que pour une tâche donnée, encore une fois, la quantité de mouvement nécessaire pour compléter la tâche est plus importante. Donc sous-entendant un état de fatigue. Le truc marrant derrière, c'est que la veille du test, on avait fait un 5x12 en RDL. Donc du coup, les mecs, en fait, étaient complètement rincés. Mais on l'a bien mis en évidence. Et enfin, à la suite de matchs de rugby, dans le dernier cas. Donc pareil, encore une augmentation. Donc le modèle marche pas trop mal. Même idée sur les aspects cardiovasculaires. Là, au lieu de faire 3 fois 60 mètres, vous faites 4 minutes de course à 12 km/h ou 9 km/h si vous êtes avec des avants dans le rugby. Et là, vous avez une idée de l'état cardiovasculaire de votre athlète. Ça, à l'inverse, c'est une bonne alternative. Par exemple, si vous avez des patients qui ne peuvent pas faire des courses à intensité maximale, ou alors pour faire ce genre de test avec des athlètes, au lieu de faire des tests VO2 ou des tests VMA. Donc c'est des bonnes alternatives qui ont été bien été démontrées par Buchette, Souchan et compagnie. Donc, encore une fois, potentiellement, admettons, vous pouvez mesurer l'état cardiovasculaire, l'état neuromusculaire de votre athlète en moins de 6-7 minutes pour toute une équipe. Donc c'est là que vous voyez un peu l'avantage de ce genre de méthode. Après, on a essayé d'aller encore plus loin. On s'est dit, tiens, pourquoi pas, et si chacune des séances d'entraînement devenait une opportunité pour mesurer l'état de votre athlète, l'état de forme. Et donc il y a eu des premiers papiers qui ont été proposés sur l'utilisation des jeux réduits. Mais le problème des jeux réduits, en fait, c'est que vous travaillez avec un entraîneur. Et en fait, si vous faites tout le temps le même jeu réduit, toute l'année, mêmes équipes, mêmes règles, même dimension du terrain, à un moment donné, vous allez vous faire pourrir. Donc ça marche pas. Donc l'idée est bonne, mais d'un point de vue pratique, c'est pas cohérent. Et donc, l'alternative qu'on a proposée, c'est d'utiliser des modèles prédictifs. L'idée, c'est que, en utilisant la charge externe, vous arrivez à prédire potentiellement la réponse cardiovasculaire. Donc vous avez une fréquence cardiaque prédite. Mais vous êtes encore en train de mesurer la fréquence cardiaque avec votre cardiofréquencemètre. L'idée, le delta entre votre fréquence cardiaque prédite et votre fréquence cardiaque mesurée, le delta entre les deux vous permet d'avoir un indicateur d'état de forme. Et ça, c'est quand même génial, parce que potentiellement, vous mesurez l'état de forme de votre athlète de manière quotidienne. Et en fait, on l'a bien démontré. Mes collègues en Italie, en Mondorino, ils montrent très bien ça. Ils montrent, vous voyez, ça c'est la saisonnalité de ces indicateurs-là. À droite, l'indicateur de prédictif, et à gauche, la fréquence cardiaque mesurée sur un test de 4 minutes. Et on observe bien la même saisonnalité. Pareil, en fait, quand on s'intéresse à la corrélation entre les indicateurs, encore une fois, on remarque qu'il y a une bonne corrélation entre les deux indicateurs. Alors, c'est pas parfait. Par contre, imaginez la fréquence de mesure. Vous passez de 1 ou 2 tests par an à faire des tests tous les jours sur toute l'équipe. Donc, votre fréquence de mesure, potentiellement, il y a des biais, il y a un peu plus d'erreurs, un peu plus de bruit, mais on peut outrepasser ça avec une fréquence de mesure plus importante. On a fait exactement la même chose sur les aspects neuromusculaires. Pareil, l'utilisation de modèles prédictifs, comparaison player load prédit versus player load mesuré. Et encore une fois, on observe des choses vraiment intéressantes et potentiellement utiles sur la saisonnalité. On observe là en bas, sur la gauche, en début de pré-saison, un état de fatigue plus important avec un pic de forme plus ou moins au milieu de la saison, et ensuite une diminution. Chose similaire qu'on observe pendant la semaine. Donc ça, c'est des études qui sont relativement prometteuses, parce qu'encore une fois, toute l'année,
tous les jours de la saison, vous êtes potentiellement capable de mesurer l'état de votre joueur. Et si vous êtes en capacité de mesurer ces choses-là de manière plus fréquente, vous pouvez sûrement les mettre en relation avec d'autres indicateurs, avec un ordre un peu plus complexe. La performance, les blessures, etc., etc. Même chose, je pense que vous en avez déjà entendu parler sur les approches accélération in situ. C'est le même principe. Utilisation de données GPS pour extrapoler une évaluation des qualités neuromusculaires. Et enfin, dernière catégorie, c'est tout ce qui va être capteur connecté. Là, gros potentiel des outils de mesure, encore une fois, parce que vous allez au-delà du simple entraînement, vous pouvez mesurer ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Alors, super intéressant. Après, encore une fois, attention au principe de reproductibilité et validité de la mesure. On ne peut pas utiliser tout et n'importe quoi parce que on peut le faire. Il y a quand même tous des principes autour de l'intégration techno. On y reviendra plus tard. Et donc là, en fait, je vous ai présenté un peu un monde idyllique. Tout est beau, on peut mesurer tout de A à Z, c'est facile, c'est limpide. Après, il y a des gens qui se sont quand même posé des questions sur ça. Parce que ça sous-entend que vous utilisez des données d'une personne à son insu. Parce que, encore une fois, on dévie l'utilisation d'un outil, ou l'objectif primaire de l'outil, pour un objectif secondaire. Sans qu'on dise à l'athlète, à la personne, qu'on utilise ces données dans ce cadre-là. Vous voyez ? Donc ça sous-entend quand même des questions éthiques assez lourdes. Et ça a été mis en avant dans cet article d'Anne McCall, qui est du club d'Arsenal, sur justement l'aspect un peu négatif de ces approches dites invisibles, où l'athlète, au final, est complètement oublié dans le process, alors que c'est ses données à lui. Et donc nous, ça nous a amené à réfléchir sur ce concept un peu de monitoring invisible. Parce qu'en plus, et là, pour les Master APAS, ça peut peut-être vous intéresser un peu plus, ce concept, il a été développé dans le domaine de la santé, avec plutôt par de unobtrusive monitoring. Et au final, avec une définition qui est quand même relativement similaire. Et ça, c'est un peu une spécialité de notre profession, d'utiliser des concepts ou de réinventer des concepts, alors que d'autres champs disciplinaires plus avancés ont déjà utilisé ce concept, éprouvé, défini. Donc nous, ça nous a vraiment posé pas mal de questions, et savoir comment nous, on pourrait justement, en fait, remettre un peu les choses à plat, et se dire, ok, est-ce qu'on peut pas proposer quelque chose de plus simple, reproposer une définition, un cadre de travail commun, afin que vous, moi, on puisse réutiliser ce genre de méthode dans un cadre un peu plus précis. Parce qu'en fait, ce terme invisible, il a créé une fausse dichotomie entre deux entités qui, au final, font partie d'un même continuum. Voilà, plutôt ce continuum de fréquence de la mesure. On parle des choses complètement invasives, on prend une biopsie, et des choses qui sont complètement non invasives. Et donc en fait, ça a été notre premier effort de conceptualisation, c'est-à-dire, ok, on a amené une première dimension dans le concept, c'est-à-dire le degré ou la fréquence d'utilisation des outils. Vous me direz, ça sert à quoi ? Je vous le dirai plus tard. Mais si on reprend ce schéma-là, vous voyez, au terme des différents construits qu'on peut mesurer, que vous, en tant que sport scientist, que préparateur physique, réathlétisateur, vous mesurez. On se rend compte de quoi ? Que la particularité de ces nouvelles méthodes de suivi des athlètes, elles sont différentes parce qu'on peut mesurer plusieurs choses à la fois. Encore une fois, l'utilisation primaire d'un GPS, on l'utilise pour mesurer de la charge externe, de la distance, des accélérations, mais en fait, on se rend compte qu'on peut avoir une autre utilisation, une utilisation secondaire, qui nous permet de mesurer un état de fatigue. Donc, un aspect distinctif, une dimension distinctive de ces concepts de suivi invisible, ça va être la capacité d'un outil à mesurer plusieurs choses à la fois. Et donc ça nous a permis en fait, nous, de proposer une première classification des outils en fonction de ces dimensions de fréquence de mesure ou degré d'obtrusion et le nombre de construits, la capacité d'un outil à mesurer plusieurs construits. Donc ça, peut-être que pour vous, ça vous parle pas trop. Pour moi, j'étais là, je fais, waouh, c'est quand même pas mal. Pourquoi ? Parce que ça, à terme,
ça va nous permettre de proposer une réelle classification des outils et du coup de proposer des recommandations pratiques sur comment faire, comment intégrer ce genre de nouvelles analyses. Parce que là, à l'heure actuelle, vous êtes là devant votre feuille, si on vous demande de faire ça, comment vous faites? Ok. Vous voyez un peu l'idée? Donc vraiment notre objectif, c'est de proposer cet effort de conceptualisation qui est complètement théorique, et là il n'y a pas de mal à ça, de temps en temps c'est vraiment bien de commencer par de la science, d'avoir des vrais fondements, de solidifier certains principes, parce qu'après à terme, c'est des choses que vous utilisez avec les athlètes, et si ce que vous utilisez en fait est pas solide, ben en fait vous allez vous faire cramer. Le service que vous allez proposer, il va pas être de bonne qualité. Et ça pose problème pour qui? Pour l'athlète, parce que ce qu'on propose est pas forcément très bon. Et deuxièmement, pour les personnes qui vous payent. Ils vont dire, ouais, mais en fait, ce qu'on fait, c'est pas forcément rigoureux. Donc ça pose des questions. Et donc voilà. Nous, notre effort, il était là. Et on pense que c'est vraiment important. Du coup, ça, c'est un peu tout le travail qu'on a fait sur l'amélioration des méthodologies de suivi des athlètes. Maintenant, si on reprend notre petit bonhomme, il était au fin fond de sa vie. Maintenant, on parlait des outils qui prennent énormément de temps à être utilisés. Et maintenant, en fait, on se rend compte qu'on peut capturer de l'information quasiment tous les jours avec vraiment un coût-bénéfice, un temps relativement court. Vous voyez ? En plus, on parle d'un contexte d'intervention où vous étiez plus ou moins important une fois par semaine. Et là, votre contexte, c'est toute l'année. Donc ces différentes méthodes, vous pouvez les utiliser, vous pouvez les déployer sur la semaine en fonction de la période. Par exemple, ces fameuses courses standardisées, idéales sur un J+2, vous êtes en reprise d'entraînement, ça vous permet d'avoir un check-up un peu de votre athlète et de planifier le reste de la semaine. Ces indicateurs d'état de forme, plutôt sur l'aspect cardiovasculaire, peuvent être utilisés sur les jours d'acquisition, si vous êtes sur un format périodisation tactique, séance de force, séance énergétique, etc. Sur les aspects neuromusculaires, on n'en a pas parlé, mais vous pouvez également utiliser tous les tests que vous faites en musculation sur l'utilisation des plateformes de force, VBT. Si c'est quand même intégré avec une certaine rigueur, là aussi vous avez pas mal d'informations que vous pouvez récupérer et vous pouvez potentiellement avoir plusieurs points de contact avec l'athlète et plus fréquents. Et enfin, tous ces aspects sur le statut neuromusculaire, vous pouvez le faire juste avant le match. Éventuellement, J-2, pas mal, parce que ça vous permet encore d'ajuster potentiellement vos stratégies de récupération, etc. Vous pouvez aussi faire ça sur toute la semaine. Et aussi, après, on a parlé de tous les aspects, vous savez, capteur seconde peau, objet connecté, tout. Utilisez au cas particulier. Vous n'avez pas besoin de déployer toute une méthodologie de suivi du sommeil chez 25 mecs tout le temps. Peut-être que, par exemple, il y en a qui ont des problèmes, ok, faites une semaine de suivi, 2 semaines, essayez de travailler sur des interventions, mais pensez vraiment, soyez vigilants sur le déploiement et l'achat de ce genre d'outils. Et donc, comme je le disais, votre contexte d'intervention, c'est plus un jour par semaine, c'est toute l'année. Toute l'année, vous êtes important. Et ça, pourquoi ? Parce que vous avez construit un système d'analyse de la perf qui vous permet de maximiser chacun des différents points de contact que vous avez avec l'athlète. Votre environnement devient un outil de mesure. Donc ça, bon, c'est une réflexion pour plus tard pour vous, mais ça sous-entend aussi sur le design des infrastructures sportives devient également important, parce que si chaque point de contact avec les athlètes devient un potentiel ouverture pour mesurer, pour identifier un peu des fluctuations positives ou négatives, ben ça permet aussi de réfléchir sur comment on design ces infrastructures, notamment en termes de flux des athlètes. Vous voyez, ça, c'est des sujets aussi qui sont super importants. Par exemple, vous prenez la cantine, vous prenez la salle des kinés, la salle de gym, etc., etc. Enfin, on parlait des joueurs, de l'adhérence des joueurs aux stratégies que vous pouvez proposer. Enfin, je pense que vous commencez à le vivre un peu. C'est dur parfois de tester les athlètes. Enfin, je sais pas si vous travaillez avec des athlètes pros, mais petite anecdote.
fait des tests avec un joueur de foot professionnel, et CMJ 22 cm. C'est juste, en fait, c'est pas parce qu'il est fatigué, c'est juste qu'il n'a pas envie de faire le test. Et donc, au final, ce genre de cas de figure, ça arrive très fréquemment. Donc, utiliser des méthodologies moins contraignantes, plus intégrées à la pratique, permet potentiellement d'optimiser l'adhérence des joueurs à vos stratégies de suivi. Et donc, du coup, si on enlève ce biais motivationnel, du coup, la qualité de la donnée d'entrée peut être un peu meilleure. C'est ce que je viens de dire. Après, ça, je vous présente on va dire le cas de figure idéal. Par contre, et c'est là, franchement, c'est super important, tout ce travail-là, il y a une vraie rigueur scientifique derrière sur comment on peut intégrer ce genre de choses avant. Il y a tout un processus au préalable avant de pouvoir utiliser ce genre de choses avec les athlètes. Par exemple, sur nos courses standardisées, le développement de nos algorithmes, ils ont été faits en laboratoire avec un OptoJump. Vous voyez ? Après, on a mesuré toute la validité de nos différents indicateurs et on s'est intéressé à savoir lesquels étaient les meilleurs, les plus valides pour intégrer dans notre quotidien. Par exemple, flight time, ça marche pas. Contact time, un peu mieux. Step time, super, ça marche, nickel, il n'y a rien à dire. Et du coup, une fois qu'après on s'est intéressé, qu'on a checké la validité, on s'est intéressé à la reproductibilité, c'est-à-dire quelle est l'erreur qui caractérise chacune des variables qu'on utilise. Et là, on a fait ça sur toute la saison. Et encore une fois, on a utilisé les indicateurs qui présentaient la plus faible erreur. Parce que faible erreur aussi veut dire qu'on est en capacité d'identifier du signal plus que du bruit. Et donc, on va être en capacité de prendre des décisions derrière plus pertinentes parce qu'on s'assure de la qualité de la donnée d'entrée. Et donc après ça se caractérisait par des rapports types que nous, on envoyait au coach, que le médical utilisait. Et vraiment, et avant d'en arriver là, alors on l'utilisait déjà un peu avant, mais c'est 1 an de recherche, quoi. C'est une thèse, c'est des tests en laboratoire, c'est pas mal d'essais-erreurs, c'est du développement d'algorithmes, c'est du taf. Et donc enfin, on s'est aussi intéressé à une couche un peu, on va dire, supérieure, c'est-à-dire quelle était un peu la validité de construit, quelle est la capacité de notre indicateur à mesurer un état de fatigue. Donc là, pareil, on a sorti un peu du cadre du club de foot, et donc on s'est intéressé vraiment au mécanisme de la fatigue. Donc on a fait une tâche standardisée, et puis on a fait de la motion capture, et puis on s'est intéressé aux patterns de course, la cinématique, la cinétique du mouvement. Et en fait, qu'on se rend compte, c'est préliminaire, pas beaucoup de sujets, mais sur ces graphiques-là, ce qu'on observe, notamment là, sur le pelvic tilt, c'est qu'on a un changement, une modification de ce facteur de risque, de cet aspect-là, qui est un facteur de risque de blessure aux ischios. Donc en fait, ça veut dire potentiellement que 48 heures après le match, vous avez une modification de ces facteurs de risque qui peut éventuellement être mis en lumière par nos différentes méthodologies. Mais encore une fois, ça passe par tout un process derrière et vraiment l'utilisation de la méthode scientifique pour pouvoir mettre en lumière ce genre de choses. Et ça nous assure quoi ? Ça nous assure que l'intégration technologique de nos outils, elle est fiable, pertinente et que ça va être utile pour nos athlètes. Et en parallèle de ça, c'est sur cet aspect éthique qu'on a juste parlé un peu avant, là, vraiment, vous savez où il y avait 2-3 problèmes. Je pense que nous, donc vous, moi, on a vraiment un travail à faire sur vraiment ce travail de transparence sur, ok, on collecte de la donnée sur toi, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec ? Et il faut avoir cet effort, faut faire cet effort de communication et être super clair sur pourquoi on collecte cette donnée. D'accord ? Parce que au final, cette donnée t'appartient, elle m'appartient pas à moi. Donc c'est notre rôle de transmettre ces informations. C'est super important. Transmettre l'information de comment on utilise la donnée et aussi expliquer pourquoi on l'utilise, d'accord ? Et tous ces concepts-là que vous apprenez à la fac, charge d'entraînement, fatigue, ça vous paraît peut-être abstrait, mais quand vous êtes face à des athlètes et qu'il faut expliquer le pourquoi du comment, on fait un contre-mouvement de jump 2 jours après le match et qu'on utilise le pic de force verticale concentrique, il faut être armé.
Et du coup, ça se travaille directement au plus jeune âge, à l'académie, et quand vous travaillez avec des joueurs professionnels ou des patients d'un certain âge, il faut vraiment avoir cette démarche pédagogique pour justement s'assurer encore une fois que l'adhérence des athlètes à ce genre de méthode, elle soit saine, comprise et partagée. Et enfin, la science et ce que vous faites là, c'est un processus itératif continu. Ce que vous faites aujourd'hui, ce sera peut-être faux demain. Et il faut avoir un peu d'honnêteté intellectuelle sur, ben voilà, écoute, nous, on croit vraiment en ce qu'on fait aujourd'hui, parce que on a fait des études, tout ça, et que on s'assure un peu de la qualité, de la fiabilité de nos données, mais sache que peut-être que ça va changer. Et il faut avoir cet effort un peu cette honnêteté intellectuelle. Donc, on parlait de process. Donc encore une fois, ces méthodes-là, elles sont quand même assez lourdes en termes de traitement de l'information. On parle de traitement du signal, on parle de stockage de la donnée à haute fréquence, on parle d'utilisation de méthodes statistiques. Par exemple, ça, juste pour exemple, c'est tout le process qu'il y a sur le traitement du signal pour les courses standardisées. Donc, du stockage. Après, on vient analyser le signal à 100 Hz, etc., pour venir mesurer le pattern de foulée. Et il y a quand même certaines connaissances à avoir des outils. Pareil sur le profil in situ. Profil in situ, on va venir traiter de la donnée à 10 Hz, mais sur 1 heure d'entraînement, 25 athlètes, c'est 700 000 lignes par jour. Donc au final, si vous n'avez pas une grosse structure, une belle architecture de données, ça vaut même pas le coup de le tenter. Pareil sur les modèles de machine learning, il faut que vous entraîniez vos modèles. Il faut avoir les compétences pour les créer également. Et donc ça, nous, vous voyez, cette classification des outils, elle sert à ça. Elle sert d'avoir une identification stratégique des possibilités que vous avez au sein de votre organisation. C'est-à-dire que si vous commencez à retraiter du signal à 10 Hz ou à 100 Hz sur l'ensemble de votre équipe ou de votre club, si vous n'avez pas les capacités de stockage, ça ne sert même à rien de le faire. Donc il y a vraiment cette prise en compte des prérequis. Alors il y a intégration technologique et surtout prérequis techniques à avoir. Il faut que vous ayez les ressources humaines, les capacités de stockage, etc., etc. Donc voilà. Et donc enfin, on a notre entraîneur où là, on les avait laissés un peu fâchés. Et donc, on avait vraiment une adhérence qui était relativement faible. Et du coup, vous voyez, on parlait de la capacité à intégrer ce genre d'outils de mesure de manière plus fréquente. Et quand ces processus-là, ils sont systématisés pendant une saison, 2 saisons, avec une équipe, 2 équipes, tout un club, eh ben, on est en capacité de commencer à mettre en relation ces indicateurs purement physiques, cardiovasculaires, avec la performance de match. Parce que du coup, vu qu'on a une telle fréquence d'échantillonnage, on a une base de données qui est quand même suffisante pour venir analyser des choses plus complexes. Ok ? C'est qu'on a évalué ce niveau de fitness et de fatigue sur 2 saisons, et qu'on a regardé l'influence sur la perf physique, mais aussi sur la performance tactique. Donc, on observe la performance tout au long de la saison, ce qui confirme un peu que c'est difficile d'avoir un pic de forme dans le football professionnel, que quand cette balance, cet équilibre entre fitness et fatigue, il n'était pas bon, que vous arrivez sur le terrain plus fatigué, ben ça a un impact direct sur les courses à haute intensité. Alors vous me direz, ouais mais c'est simple, on le sait. Ouais mais d'accord, ça c'est quand même une des premières études qui montre vraiment de manière objective, de manière tacite, factuelle, l'impact de nos stratégies de suivi sur la performance de match. Et en plus, on observe la même chose sur les aspects techniques et tactiques. Pardon. Si votre stratégie de suivi elle a une influence sur la performance de match, la discussion avec l'entraîneur, c'est plus du tout la même. D'accord ? Là, vous parlez le même langage que lui. Et du coup, tout l'effet derrière sur vos stratégies de programmation, sur la semaine, etc. Et là, vous avez quand même, on va dire, une écoute qui est un peu meilleure.
Je dis pas que c'est parfait, mais en tout cas, notre petit gars, lui, il se sent mieux. C'est pas mal. Et ce concept que je vous ai présenté, plutôt sur l'évolution des méthodologies de suite, c'est pas une secte, hein, mais juste gardez-le à l'esprit. Ça va vous servir, mais en tout cas, le monde du sport de haut niveau va ou tend vers ce genre d'approche. Je suis pas tout seul. On a une petite conclusion rapide. Vous voulez faire du suivi d'athlètes, vous voulez faire des tests, c'est quand même relativement complexe et il faut que vous vraiment vous assuriez, de la rigueur scientifique à laquelle vous utilisez vos outils, et 2, les contraintes opérationnelles derrière. Ok. Deuxième point, concept de monitoring invisible, sympa, potentiellement utile, mais attention à ne pas surabuser du concept. Pensez aussi quand même au facteur humain derrière. Vous travaillez avec des personnes, expliquez, discutez et interrogez. D'accord ? Et enfin, comme on l'a dit, si vous utilisez ce concept de manière rigoureuse, de manière carrée, avec des outils valides, reproductibles, d'accord ? Ça va vraiment vous aider à avoir une meilleure compréhension des mécanismes de performance. Okay. Si on reprend un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que ça fait un peu, mais ce modèle-là de fitness fatigue qui a été designé en 1975, en fait, la version initiale, c'était un modèle à 4 composantes, avec cardiovasculaire, force, technique et psychologique. À l'époque, ils se sont rendus compte que c'était pas possible d'utiliser ce genre d'approche. Mais maintenant, potentiellement, comme on l'a démontré, on a une opportunité pour avoir une meilleure compréhension de la performance de nos athlètes. Je suis pas tout seul à bosser, donc ça c'est toute l'équipe derrière. Voilà. Oui. Donc merci Cédric pour cette présentation qui est utile dans le domaine de l'entraînement sportif et puis également on peut y penser pour la santé. Ça devient de plus en plus le quotidien du travail que vous aurez au contact des sportifs, quel que soit vraiment si vous soyez préparateur physique, coach, dans la réathlétisation ou autre, ça devient le quotidien de gérer toutes ces. Donc là, c'était une très bonne présentation pour avoir une idée des perspectives de ce qui va se passer et une idée d'un peu de règles, peut-être de comment les utiliser pour que cela soit le plus efficace possible. On a eu le temps des questions, donc à vous de poser toutes les questions, donc soit sur la présentation plus générale, sur le parcours de Cédric et sur le traitement des données telles qu'il nous a présenté. Si vous voulez des questions pratiques, vous pouvez. Ouais, merci Cédric pour cette intervention qui est très attractive pour nos étudiants. C'est à vous de poser les questions d'ailleurs, hein, je compte sur vous. Moi je reviendrai sur ton rôle en tant que directeur de performance, parce que aujourd'hui tu es directeur de perf, donc quelle est ta mission au sein d'une structure? Parce que tu apparais comme un véritable chef d'orchestre qui fait le relais entre le microscopique et le macroscopique, avec effectivement une multitude de données. Donc je souhaitais avoir un petit éclairage là-dessus, notamment pour ceux qui deviendront potentiellement de futurs directeurs de performance. Ok. Merci pour la question. Alors mon rôle au sein de la Fédération française de tennis, comme tu l'as dit, on va dire c'est un chef d'orchestre, un facilitateur. Mon rôle, il est d'optimiser au maximum les opérations quotidiennes. C'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on a discuté aujourd'hui, hein, c'est comment on peut s'assurer qu'on s'entraîne bien,
la prog elle est bien faite, qu'il y ait des temps de repos, que les techniques de récupération elles soient optimales, que le suivi des athlètes soit bon, qu'on ait une vraie méthodologie de suivi des athlètes, etc., etc. Et en même temps, en parallèle, il y a vraiment cette composante de développement long terme, c'est-à-dire aujourd'hui, on accompagne les athlètes de cette manière, mais en même temps, il faut toujours se réinventer. Donc c'est comment nous, on va pouvoir entraîner, accompagner les athlètes dans 10 ans. Donc, mon rôle, il se caractérise par deux composantes. Une composante à court terme, comment on accompagne les athlètes, et une composante à long terme sur comment je vais entraîner les athlètes dans 10 ans. Et donc ça se décline, on va dire, vraiment en 3 missions pour moi. La première mission, c'est, je le répète, mais c'est vraiment accompagner la performance, s'assurer qu'on a une réelle stratégie de perf mise en place, qu'on a des objectifs clairs, qu'on sait pourquoi on se lève le matin, pourquoi on va bosser, d'accord, dans un cadre partagé, compris. Donc ça, c'est important. Et le deuxième point, c'est cet aspect de recherche et développement. Donc ça, c'est ma deuxième mission, c'est comment on peut mettre des choses en place avec des entreprises, des étudiants, sur des projets de recherche pour lesquels on a identifié des réels besoins de terrain. D'accord ? Là, c'est vraiment, tiens, on a une problématique, je sais pas, moi, sur la gestion des voyages quand on va en Australie. Ok, qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement pour optimiser ça ? Et ma dernière mission, elle va vraiment être autour de la valorisation. C'est-à-dire, on fait plein de trucs cool, vous voyez, on fait plein de trucs géniaux en interne, sur le suivi, sur les technos qu'on intègre, sur l'accompagnement, etc., etc. On fait des projets, pareil, on fait des super projets de R&D, on bosse avec des super personnes. Mais il faut communiquer, parce que si on communique pas sur ce qu'on fait, comment les gens ils peuvent savoir ce que vous faites, c'est bien. Et donc ma dernière mission, pour atteindre un peu cette vision idéale, c'est de valoriser. Et ça passe par création d'événements, de conférences, de faire des journées comme ça avec vous, de pouvoir discuter, d'échanger, savoir un peu, vous, c'est quoi un peu vos problématiques, etc. Et ça, je pense que c'est une composante qui est super importante dans le travail aussi. Donc voilà, facilitateur de perf, on va dire, comme ça. Et juste pour vous, un peu pour une idée du parcours, c'est vrai, je suis super mauvais pour en parler, mais moi j'ai un parcours classique, comme vous, licence TAPS, entraînement sportif, master, comment vous appelez, EOPS. Ouais, j'en ai fait 2, et après thèse quoi, thèse, donc voilà, thèse en Angleterre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez votre formation initiale qui va être super importante. Après, c'est vraiment les expériences que vous avez sur vos stages, sur ce que vous faites à côté, sur ce qui vous entraînez au quotidien. Par exemple, je prends un exemple, j'étais en licence 3, j'ai fait ma première conférence en licence 3. Enfin, j'étais pas obligé de le faire, mais par exemple, ce genre de choses, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier, à la recherche, etc., etc. Donc voilà, on parlait avec Pascal aujourd'hui de l'importance aussi d'entraîner et de s'entraîner. C'est des choses aussi qui ont jalonné mon parcours, notamment sur moi je pratiquais l'haltérophilie au niveau national, mais ça permettait d'avoir une très très bonne compréhension de ce qu'un athlète peut ressentir. Et puis après, ça drive un peu votre vision globale et tout. Vous voyez, ce que je présente là, c'est pas hors sol, quoi. Ça vient vraiment à la base d'une pratique de terrain, donc en tant qu'athlète, en tant que préparateur physique. Après, quand j'étais en première ligue, pareil, vous êtes au contact des athlètes au quotidien, donc ça vous nourrit vraiment dans votre réflexion. Et c'est quelque chose aussi qui est pas dans votre cursus initial, mais qui va vraiment être autant important que le diplôme. Voilà. D'autres questions ? Dans votre présentation, vous avez mentionné beaucoup de scientifiques, d'aspects scientifiques derrière tout ça. Vous-même, vous avez fait une thèse, un doctorat.
Est-ce que vous pensez que c'est possible d'arriver au sommet du haut niveau sans faire de thèse? Parce qu'en fonction de ça, je fais une thèse ou pas, en fait. Donc en fait, je décide de ta vie, là, un peu. Un petit peu. Oh, c'est génial, fais une thèse. Okay. Mauvaise réponse. Non, en fait, ce que tu remarques, tu sais, c'est un peu... alors, on part un peu loin, mais tu sais, tu as eu toutes ces politiques publiques d'augmentation du niveau de diplôme par classe d'âge. Là, à l'heure actuelle, tout le monde a un master. Le facteur qui va te différencier des autres, c'est à l'heure actuelle, je suis désolé, mais c'est une thèse. Enfin, si tu veux être directeur de perf, tu regardes, tu fais un peu le listing de tous ceux qui sont directeurs de perf, 90% ont une thèse. Alors je dis pas que c'est impossible, et je dis qu'en fait tu te donnes un avantage, tu vois, parce que c'est à l'heure actuelle sur le marché, ce qui va faire la différence, c'est ça. Et mine de rien, tu vois, une thèse, ça fait peur, mais en fait c'est super cool. Non, je te jure, c'est vrai. Vous rigolez, mais en fait, ça vous permet de créer une réelle méthodologie de travail. Tu vois, et ça, cette méthodologie de travail, après, tu peux la transposer ou pas dans un contexte de haute performance. Et en fait, il y a quelque chose aussi que vous voyez pas, mais quand vous faites une thèse, vous êtes payé à étudier. Franchement, le concept, il est génial. Non, mais sérieux, alors c'est dur, c'est du travail, hein, mais imaginez la chance intellectuelle que vous avez de faire une thèse. Enfin, mais tu ris, mais on en rediscutera. Mais voilà. C'est mon point de vue, je pense que c'est important. Greg. Bonsoir et merci pour cette présentation. Vous nous avez évoqué beaucoup d'expériences à l'étranger. Ma question c'est, est-ce qu'il y a entre les différentes cultures des pays où on laisse beaucoup plus d'influence, d'impact aux sport scientists comparé en France? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça ne l'est pas? Et si oui, dans quel pays? Et qu'est-ce que vous retenez de votre expérience à l'étranger? Merci. Okay. Ouais. Moi, j'ai fait 3 pays. Alors, j'ai fait voilà, français. Mais après, la première expérience à l'étranger, Australie. Bon là, l'expérience a été écourtée parce que j'ai eu on m'a proposé un travail, donc je suis revenu. Après, en fait, ce qu'il faut savoir sur ces aspects sport science, c'est que l'accompagnement à la perf, l'accompagnement scientifique, comme je le conçois, et peut-être que vous le concevez, il a été créé en Australie. 1981, création de Australian Institute of Sport. Et là, c'est vraiment les premières intégrations de scientifiques dans le quotidien des sportifs. Et donc, en fait, là, tu vois qu'il y a une acceptance culturelle du poste, de la fonction de sport scientist qui est quand même assez importante. Après, en plus de ça, tu as le foot australien, le footy, je sais pas si tu connais, AFL, et en fait, là, la dimension physique est tellement importante, les mecs courent 16, 17 km par match, il y a 90 changements pendant le match, tu vois, les mecs, ils doivent être forts, ils doivent courir vite, ils doivent sauter haut, ils se prennent des coups, donc tout doit être optimisé. Et cette dimension physique est tellement importante que la place des sciences du sport et de l'accompagnement scientifique est importante. Donc, le rôle de sport scientist et high performance manager dans le cadre de l'Australie, très très grosse réputation. D'ailleurs, on atteste, hein, tu regardes le salaire d'un directeur de perf en Australie sur un club d'AFL, il gagne quasiment autant que le head coach. Tu vois, pour te dire un peu l'importance. Pour te dire un peu l'importance des personnes, enfin du rôle du moins, ou de l'importance qu'on accorde à l'accompagnement scientifique. En Angleterre, je dirais que c'est entre les deux, ça dépend où tu es, mais je pense que la différence réside dans la proximité des universités avec les clubs sportifs. Il y a quand même beaucoup de relations qui fait que ce genre de position est relativement bien accepté. Alors ça, c'est un peu quand tu es à la fac et tout. Après, quand tu rentres en première ligue, ça, le facteur déterminant de ça, c'est ta relation avec le coach, ta relation avec le directeur sportif, et ça peut changer du tout au tout. Donc, ça va. L'Angleterre, je pense que ça va vraiment dépendre dans le contexte dans lequel tu évolues. Pareil en France. En France, ça fluctue. Tu as des organisations qui sont super développées sur ces aspects-là. Je pense à la Fédération française de rugby.
tu vois. Et donc là, c'est le paradis, quoi, tu vois. Moi, quand j'étais là-bas, j'ai l'impression d'aller à Disneyland tous les matins. Donc, ouais, ça va dépendre des personnes, du contexte, vraiment sur ces différents pays. Ah, j'avais une question plutôt par rapport au budget, parce que j'imagine que c'est un sacré budget pour un club d'investir là-dedans. Est-ce que ça peut profiter à des clubs qui sont relativement moyens, ou c'est que pour les clubs vraiment gros et qui ont de la thune pour performer? En vrai, si t'es malin, ça te coûte pas un rond. Hein. Ah non, mais en fait, l'idée, c'est que tu collectes déjà des données tu utilises des données qui sont déjà collectées. Donc techniquement, en fait, l'information, elle est là. Donc après, ça va être toi, et je pense et c'est les notions de stratégie, d'identification des problématiques qui vont être importantes. Tu peux faire des choses avec très peu de moyens. Après, c'est sûr, quand plus t'avances, dans les problématiques, ça peut vite être ça peut vite coûter cher. Mais avant d'en arriver à des gros départements de 10, 15 personnes, où tu as besoin de data scientists, sport scientists, etc., je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en amont, à faible coût, tu vois, qui peuvent être pertinents. Et en plus, là, on parle, ok, t'as raison, hein, on parle quand même de méthodologie quand même assez avancée. Tu vois, les travaux, là, c'est Première Ligue, Serie A, etc. Mais avant ça, franchement, si tu veux avoir de l'impact, tu peux faire des choses super simples. Pense à la planif, tu vois. Juste, ça coûte 0. C'est une feuille et un crayon, quoi. Tu vois. Mais des choses ça, en fait, on se rend pas compte. Il y a une surreprésentation, en fait, de l'utilisation de la techno. Bon, on dirait que je suis un évangéliste, tu vois. Mais avant de faire ça, tu peux faire tellement de choses super simples. Est-ce que ta planification, elle tient la route? Est-ce qu'il y a des temps de récup? Est-ce qu'ils dorment bien? Est-ce qu'ils mangent bien? Est-ce que les programmes de muscu sont cohérents? Est-ce que les séances de développement énergétique, pareil, est-ce que ça tient la route, tu vois? Tu sais, ne serait-ce aussi des trucs simples, système de veille scientifique. C'est des emails, des alertes que tu fais. Coûte 0. Je pense que, et justement, ça revient à identification de tes besoins. Et je pense que faut vraiment, si par exemple demain vous allez en stage et tout, que vous avez un peu le lead sur 2-3 trucs, vous êtes dans une petite structure, faites un peu l'introspection de la structure, identification des besoins, tu vois, puis des matrices super simples, priorité, plus, moins, complexité, plus, moins, et tu regardes un peu ce qui est facile à faire. Et là, tu as la réponse, tu vois, sur... Et en fait, c'est super important parce que tu es dans des organismes où il faut avoir de l'impact de manière immédiate. Donc vraiment, alors l'argent, c'est sûr que c'est un facilitateur, tu vois, mais des ressources sans stratégie, tu vois, c'est pas celui qui a le plus d'argent au Monopoly qui gagne. Tu vois, non mais c'est donc franchement, identification des besoins en premier et après développement petit à petit. Montre que tu crées de la valeur. Du coup, juste pour rebondir là-dessus, entre guillemets, un data scientist, c'est un préparateur physique avant tout. Ouais, alors moi je suis pas data scientist, je suis sport scientist et c'est vrai que non, t'inquiète. Mais c'est vrai que la distinction des deux et en fait, l'association des deux postes, vu que tu as une prédominance de l'utilisation de la donnée à l'heure actuelle, les deux sont associés. Sport scientist, son spectre est beaucoup plus large. Justement, sport scientist est capable de discuter avec le data scientist et éventuellement de pondre 2-3 modèles, tu vois. Et en même temps, potentiellement, il est capable d'entraîner. Là où ton data scientist va être... en fait, il te manque juste le petit maillon du milieu. Mais oui, je pense que même ton data scientist, admettons, qui arrive d'une école et qui connaît rien en sport, avoir des connaissances et s'imprégner ces aspects culturels, ça va vraiment être un facteur super important de son succès au sein du club, quoi. Merci. D'autres questions? Ah, je viens de Paris, allez-y. Hein. Je suis pas venu pour rien. Hein. Mathieu? Ouais, ici.
Merci pour la présentation. Je me demandais, est-ce que tu dialogues aussi avec la composante plus psycho? Parce que ce que je trouve assez marrant, c'est que bon, il y a un peu une course à la data sur le coaching, les aspects physio et tout. En revanche, sur les aspects psycho, on n'en est pas du tout là. Et pour autant, il y a toute une complexité. Donc la question, c'est comment tu vois, toi, ce gap finalement entre la course un peu à la technologie sur les aspects plus physio, bioméca, planif de l'entraînement, et le versant psycho qui, lui, reste avec des outils relativement basiques, des entretiens semi-directifs, des questionnaires, etc. Et comment eux, ils voient les données qui s'accumulent? Est-ce qu'ils peuvent les utiliser? Parce qu'a priori, oui, tu travailles sur la fatigue, etc. Donc, est-ce qu'un lien est fait? Et comment ils voient ton travail? Avec quel regard ils voient ce travail-là, toutes ces données, les aspects éthiques que tu as évoqués, etc. Ouais, ok. Merci. Première partie de la question, du coup, sur on va dire la perception ou l'utilisation de la donnée au service de l'accompagnement psychologique et mental du joueur. À l'heure actuelle, tu as des outils qui apparaissent sur le marché, réalité virtuelle, reconnaissance faciale, ça a l'air super bien, tu vois, t'as l'impression d'être dans un monde assez futuriste. Après, je pense qu'il faut mettre un gros point d'interrogation sur le niveau de validité et de reproductibilité des mesures. Quel est le construit au final que tu mesures avec ce genre d'outils? Je pense qu'au vu de la maturité de l'intégration de l'accompagnement mental dans les structures de haut niveau, je pense qu'il y a d'autres choses à faire dans un premier temps. Notamment, tu as parlé de l'utilisation de ces entretiens, de ces interviews, de cet accompagnement mental, ces questionnaires. Je pense que là, pour moi, c'est la base déjà dans un premier temps, et s'assurer que ce genre de choses soient faites de manière cohérente, tu vois. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, effectivement, ils pourraient utiliser la donnée. Il y a des possibilités, il y a des exemples, notamment sur le rapport de force psychologique qui ont été utilisés avec dans le rugby une identification de moments clés du match, avec l'idée de pondérer ces moments et de voir un peu comment ça pouvait fluctuer au cours du match. Et ça, en fait, ces données-là de match, ces événements marquants, sont pondérés par les joueurs, donc c'est vraiment leur perception personnelle de ces moments clés qui va venir un peu créer ce rapport de force psychologique. Donc oui, il y a des possibilités. Je pense que avant d'en arriver là, il faut s'assurer que, tu vois, la base, la stratégie d'accompagnement mental, elle est bien définie, elle est bien déployée aussi, et après, basculer sur ce genre d'initiative un peu plus poussée. Moi, je crois beaucoup au potentiel de la technologie dans la mesure où elle est intégrée dans un contexte cohérent. C'est qu'à un moment donné, c'est que, tu vois, c'est la présentation d'aujourd'hui, tu peux faire énormément de choses à l'heure actuelle. La question est de savoir si ça répond aux besoins de ton contexte, tu vois. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment la question centrale dans ce genre de cas de figure. Ça répond? Ok. Merci. Autre question? Allez les gars, on peut le faire. Allez-y. N'hésitez pas. Si la question c'est pour une thèse, demande à ton collègue. Hein. Non, bonsoir. Du coup, je me demandais, donc toi, tu as partagé ton parcours, donc tu es passé un peu par le foot, le rugby, maintenant le tennis, et tu viens de l'haltérophilie, tu nous as dit. Et donc, je me demandais comment tu avais fait, toi, pour t'adapter, du coup, au tennis, et quelle est, selon toi, l'importance d'être expert dans le sport qu'on encadre en tant que sport scientist? Alors, ça va vous paraître marrant, mais sur le tennis, j'ai refait une analyse de la tâche, comme on vous demande en licence 2, quoi. Je suis reparti, j'ai fait un truc, vraiment, analyse de la tâche, analyse de la littérature scientifique. Je me suis tapé tous les articles sur le Grand Chelem et tout, essayer d'identifier les facteurs de perf, tu vois. Après, je me suis basculé, j'ai récupéré 2-3 bases de données sur des stats. Je me suis refait une analyse statistique je crois, j'ai fait les 10 dernières années du Grand Chelem, pareil, pour essayer de voir un peu si je retombais sur les mêmes choses que la littérature.
Puis après, je suis allé interroger des joueurs. Je suis allé interroger des anciens joueurs de haut niveau, tu vois, français, étrangers, que j'avais un peu dans mon parcours, et je me suis fait ma propre idée un peu comme ça. Et après, je me suis intéressé, tu vois, j'ai identifié 2-3 facteurs de perf, et après, je me suis intéressé aux différentes ressources nécessaires pour développer ces indicateurs de perf. Une fois que j'ai identifié les ressources, je me suis demandé, ok, c'est quoi les outils d'analyse que j'ai besoin? Et tu vois, en fait, comme ça, je me suis refait je me suis mis à jour sur la littérature scientifique, tu vois, enfin sur tout l'aspect analyse d'attache du tennis. Et 2, j'ai construit dans ma tête, tu vois, un système d'analyse de perf idéal qui me permet après de venir l'éprouver pour plus tard. Donc ça, c'est le premier truc que j'ai fait. Deuxième truc que j'ai fait, mon premier mois de travail, j'ai regardé que des entraînements. Et en fait, j'ai arrivé au travail, hop, j'ai regardé les entraînements. Et j'ai fait que ça, pour vraiment m'imprégner de la culture. Je pense que quand tu arrives dans un sport qui n'est pas le tien, cet aspect culturel, il est vraiment central. Même si tu connais le sport. Franchement, moi j'ai fait le switch Angleterre-France, et franchement, je me suis pris une claque. Hein. Entre l'Angleterre et la France, entre 2 clubs de foot, 180 degrés. Hein. Donc tu vois, et tu vois, en fait, de mon expérience là, quand je suis revenu en France, bah tu vois, je suis arrivé un peu avec cette méthodologie analyse des process, tu vois, ok, comment tu collectes la charge d'entraînement, quelle est la techno que tu utilises, quelles sont les personnes qui utilisent, est-ce que c'est formalisé? Je me suis pris un mur, tu vois. Et donc là, vraiment maintenant, c'est vraiment le point clé, je pense, et indépendamment de ton degré d'expertise dans le sport, ça va vraiment être cet aspect culturel, et après tu t'intéresses plus au process. Et en tant que sport scientist, au final, quel que soit le sport, la méthode après reste la même, tu vois, analyse de la tâche, caractérisation de l'activité, comparaison entraînement-match, stratégie de récupération, stratégie de planification. En final, t'es sport scientist, mais ta méthode, elle se transpose, tu vois, dans différents contextes. Donc je te dirais culture pour t'adapter, et puis après ta méthodologie en fait d'analyse de perf, d'accompagnement à la perf, elle est transversale. Tu te rends compte en fait, plus t'avances, tu dis ok, la tâche est différente, mais en fait les problématiques restent les mêmes. L'année dernière, je fais une intervention pour San Antonio Spurs, tu vois, avec tout le département médical. En fait, on discute. Et on se rend compte que les problématiques, c'est exactement les mêmes, tu vois. Donc, et puis et en fait, tu regardes le tennis, en fait, le tennis, tu te rends compte que les problématiques, c'est les mêmes qu'au basket, et ainsi de suite. Donc ta méthode, elle est transposable. Donc ouais, culture et méthode scientifique, quoi. Méthode d'accompagnement à la perf, les 2 trucs clés. Ok, merci. Encore une dernière. La dernière, faut en profiter. Allez. Bonjour. Bonjour. Je me demandais si vous pouvez revenir sur votre modèle prédictif. J'ai pas bien compris comment il fonctionnait. Tu veux savoir quoi? J'ai juste pas bien compris. Est-ce que vous pouvez reprendre ce passage-là, s'il vous plaît? Ouais, je suis très large. Oh, c'est loin, man. Ah, je suis casse-couille. J'emmerde tous ceux qui veulent rentrer chez eux ou rester là. En fait, l'idée... Attends. Ah putain, c'est loin de ouf. J'ai l'impression que je vais lâcher un freestyle là. L'idée, tu vois, t'es là? Oui, je suis là. C'est que, tu sais, quand tu veux mesurer une déviation ou un changement de ton athlète, tu as des mesures de référence. Oui. D'accord? Donc tu fais tes tests en début de saison, tout ça, etc. On est d'accord? Ok. Là, l'idée, c'est que ta mesure de référence, c'est ton modèle prédictif.
Donc ça veut dire que pour une tâche donnée, tu fais quoi comme sport? En basket. Dans le basket, ok, tu fais un 3 contre 3 sur un espace réduit, tu sais, 3 minutes, tu vois, admettons, je sais pas si ça existe, demi-terrain. Et tu vois, tu te dis, ok, tu as un cardio-fréquence-mètre et tu as un LPS, c'est pour mesurer les déplacements. Okay. L'idée de cette approche-là, c'est qu'on crée une valeur de référence spécifique à cet exercice-là, via le modèle prédictif. D'accord? C'est-à-dire qu'on va prendre les données de charge externe, donc de GPS, la distance, les accélérations, les changements de direction, etc. Ça va nous permettre de créer la valeur prédictive. Tu me suis? Oui, oui. Ok. Donc là, on est là. Donc, cette valeur prédictive, au final, c'est ta valeur de référence. C'est ce que tu es censé faire pour cet exercice donné. Ok? Oui, oui. En même temps, tu as ton cardio. D'accord? Qui a mesuré. Et donc là, on a deux mesures. On a ta valeur prédictive, donc ta fréquence cardiaque prédite. D'accord? Et on a la fréquence cardiaque mesurée. Tu me suis? Oui, oui. D'accord. Oui, je suis Ok. pas dans les yeux. Mais là, imagine. Donc, alors là, tu as ta valeur de référence Mhm. et ta valeur mesurée. Qu'est-ce que tu fais? Ben, on les compare et on voit l'écart entre les deux. Donc, tu as compris. Ok. Moi, j'avais pas tout ça. Ouais, mais j'ai mal expliqué. C'est vrai que tu as. Ok. C'est l'idée. En fait, tu crées une espèce de valeur de référence dynamique. J'avais pas compris où on trouvait la première valeur de référence. Ouais. Bah après, C'était c'est. le delta, mais c'était pas le. Ok. Mais justement, c'est là que c'est pertinent, en fait, que en utilisant ces valeurs-là, potentiellement, tu arrives à extrapoler cet état de. Mais du coup, si on a une première valeur au cours de la saison avec l'adaptation d'entraînement, elles peuvent varier. Bien sûr. Donc à chaque fois, on réactualise c'est ça. toutes les semaines. Bah, non, après, la durée de vie de tes modèles, c'est à peu près 6 mois, donc Ok. tu fais tourner 2 fois tes modèles dans l'année, et puis c'est bien. Ok, ça marche. Et après, plus tu as de données, plus le modèle s'affine, etc., etc. Ok. Mais l'idée, c'est qu'en fait, tu vois, chacun de tes séquences 3 contre 3 au basket, Mhm. deviennent un test. Ok, ouais, je comprends comment ça marche. Top, c'est que j'ai bien expliqué alors. Merci. Bien, on termine ici. Merci Cédric encore. Merci à tous de votre attention et des questions. Vous pourrez de nouveau écouter cette conférence sur un lien qui vous sera communiqué.